Là, je vais partir de l'exemple moins parlant au plus parlant. Je vais commencer par la ionosphère. Donc pour moi, ça c'est une remise en question qui est très récente, hein. Euh, donc là, on a un historique. Alors d'abord, je vais quand même préciser une chose, c'est que il y a beaucoup de théories scientifiques aujourd'hui qui sont pas parties de faits. On n'est pas parti de faits et ensuite on a expliqué ces choses-là pour fonder une théorie. On a d'abord imaginé quelque chose et ensuite on y a collé des faits, voire on les a prouvés ou pas. Des fois, c'est difficile de voir si les théories elles ont vraiment été prouvées au final. Et, donc là, concernant la découverte de la ionosphère, donc on nous dit sur Wikipédia, donc les ondes électromagnétiques, elles se propagent qu'en ligne droite. Et pour expliquer comment les signaux radiotélégraphiques émis par Marconi ont pu contourner la rotondité de la Terre, donc on a Eva Eastside en Angleterre et Kennedy en Amérique, ils ont imaginé, notez bien imaginé, l'existence à très haute altitude de couches réfléchissant les ondes radio. Donc en fait à l'époque, c'était en 1900, il faut savoir qu'on était loin de la conquête spatiale qui date des années 50-60, et donc à l'époque, personne n'avait prouvé que la Terre était ronde ou plate. Donc eux, ils ont parti du principe que la Terre était ronde. Ils se sont dit, bah, comment ça se fait que les ondes arrivent malgré tout à traverser l'Atlantique parce qu'elles se propagent en ligne droite. Donc on va imaginer des couches dans l'atmosphère sur lesquelles les ondes se réfléchissent. Et donc ensuite, en 1925, donc on a un physicien donc, qui met en évidence l'expérience de la présence de couches imaginées plus tôt. Donc là, on nous dit met en évidence. Alors met en évidence, je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne parle pas de preuves, on ne parle de rien de tout ça. Plus tard, en 1931, donc on a Sidney Chapman, il élabore sa théorie de formation des couches de la ionosphère. Donc là, on nous parle encore d'élaboration de théorie, hein. C'est à plusieurs. Il faudrait que je regarde l'altitude exacte, mais c'est à plusieurs centaines de kilomètres. Et donc ensuite en 99, donc on a alors là on utilise le mot modèle. Donc le modèle de la ionosphère terrestre, il est introduit en 1969 par l'Union radioscientifique internationale. Donc tout ça c'est chapeauté par des organismes scientifiques, donc je pense qu'ils échappent à tout contrôle, hein. Et donc là, j'ai remis la même photo que Loïc qui vous avait présentée. Donc, euh, donc une photo prise par un ballon sonde, c'est entre 17 et 33 km d'altitude. Et donc je rappelais la même chose qu'a dit Loïc tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à cette altitude-là, on voit que le ciel il est noir en plein jour et on voit le bleu du ciel qui se forme légèrement en dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Concorde, il volait à une altitude, donc les avions de ligne, ils volent à une altitude de 10 km. Et le Concorde, c'était un peu plus au-dessus. Alors je crois que c'était, il faudrait vérifier, c'est entre 15 et 17 km d'altitude. Et à cette altitude-là, avec le Concorde, on voyait le ciel noir. Et donc le ciel noir, aujourd'hui, quand on nous présente des photos, on nous dit on est dans l'espace, en fait, c'est pris depuis l'espace. Et en fait, c'est complètement faux, on est juste à 17 km d'altitude. Donc moi, je pose la question où c'est que peuvent se trouver donc, ces couches ionosphériques qui seraient encore à des centaines de kilomètres au-dessus. Alors ensuite, on va passer à un exemple suivant qui est la tectonique des plaques. Alors pour la tectonique des plaques, j'ai pris la définition de Wikipédia, hein, simplement pareil. Donc dans la définition de Wikipédia, on nous parle donc d'un modèle scientifique. Notez bien les adjectifs, comment elle est désignée en fait, cette connaissance. Ensuite, on nous parle de modèle théorique. Ensuite, on nous parle de théorie tectonique des plaques qui fut acceptée. Donc là, on ne parle pas de démontrer, hein, on dit accepté par la communauté géologique internationale à la fin des années 60. Suite à l'émission du concept de double tapis roulant. Donc on a émis un concept et on a accepté donc une théorie. Donc là, on ne parle même pas de preuves, hein. Et donc ensuite, un article extrait de l'Encyclopédie Universalis, où là, on nous dit carrément théorie de la tectonique des plaques. La théorie de la tectonique des plaques, c'est l'aboutissement de toute une série d'hypothèses, voilà, depuis les dérives des continents. Et on nous reparle encore, selon cette théorie. Et tout à la fin, on nous dit, voilà, elle est aujourd'hui confirmée dans ses grandes lignes
par des mesures géodésiques spatiales. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire confirmer dans ces grandes lignes, mais en tout cas, on nous dit pas noir sur blanc que ça a été prouvé, et on nous montre pas de photos surtout. Alors ensuite, on va passer à l'exemple des atomes. Donc là, c'est pareil, j'ai repris la définition de Wikipédia. Alors, il faut descendre un peu dans la définition. Donc, on nous dit la théorie atomiste. Donc là, on nous parle de théorie atomiste à noter, qui soutient l'idée d'une matière composée de grains indivisibles et connue depuis l'Antiquité. Voilà. Donc, elle fut disputée jusqu'à la fin du XIXe siècle et n'a plus été remise en cause depuis lors. Donc, l'observation directe d'atomes n'est devenue possible qu'au milieu du XXe siècle avec la microscopie électronique en transmission et avec l'invention du microscope à effet de tunnel. Donc là, je vais juste vous montrer quelque chose. On voit ici, donc là, il y a deux images, entre guillemets, donc des atomes. Et en fait, au microscope électronique, les meilleures images qu'on peut vous fournir, en fait, c'est ça. On voit rien de plus que ça. Donc on voit ni les atomes en mouvement, on voit pas du vide. On pourrait même se poser la question si c'est pas de simples stries dans la matière. Vraiment, ça nous dit rien du tout. Et donc ensuite, dans la définition, donc, on voit avec la petite image qui est ici, là, dans l'histoire des sciences, il y a eu plusieurs modèles d'atomes qui ont été développés. Donc quand on parle de modèles, c'est pas une réalité, c'est une vue de l'esprit. Hein. Et donc au fur et à mesure des découvertes des propriétés de la matière. Aujourd'hui encore, on utilise plusieurs modèles différents. Donc on a plusieurs modèles, suivant dans quelle science on est, on a plusieurs modèles de l'atome. Et on nous dit en effet le modèle le plus récent est complexe. L'utilisation de modèles anciens ou partiellement faux, mais plus simples, il facilite la compréhension, donc l'apprentissage et la réflexion. Donc on apprend et on réfléchit avec un modèle ancien qui est faux parce que c'est plus pratique. Voilà, donc ça c'est Wikipédia qui nous le dit. Ensuite, il y a un article, donc la source c'est le blog du CNRS, rien de moins. Et donc dans cet article, on nous dit l'idée d'une vision de l'atome direct et non médiée est une illusion. Nous avons l'impression qu'un progrès continu des technologies microscopiques nous permet en quelque sorte de zoomer dans des dimensions de plus en plus petites. Et ensuite, on nous parle de l'impossibilité d'une perception optique de l'atome. Donc il faut être conscient du nombre important de médiations. Donc les médiations, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est des transmissions indirectes, techniques opérées dans la production de telles images. Donc on produit des images au travers de médiations. Et donc, en fait, l'élaboration au microscope électronique à balayage, donc dans les années 70-80, elle a donné lieu à de multiples formes de représentation. Donc, on a plusieurs différentes images de l'atome. Et on nous dit l'image scientifique, comme toute image, n'est jamais un simple miroir de la réalité. Voilà. Et ensuite, on nous dit l'image planétaire de l'atome est particulièrement ancrée dans l'imaginaire, et pourtant, elle est loin d'être une réalité physique. Donc ça, c'est le blog du CNRS qui nous dit ça. Et donc j'ai fait une petite conclusion personnelle par rapport à mes recherches sur les atomes. Et donc bien que les théories autour des atomes donnent lieu à des applications pratiques, donc en chimie, grâce au tableau périodique des éléments, le tableau de Mendeleev, c'est pas pour autant qu'on sait exactement ce qu'est un atome. Il n'y a aucune certitude concernant le fait que le microcosme sera l'image du macrocosme avec des systèmes planétaires. Pas plus qu'il y aurait de vide entre les atomes, comme l'affirme Nassim Haramein dans ses conférences. Certains connaissent peut-être. Et d'ailleurs, il termine ses conférences en disant « Et que le vide soit avec vous ». Et la formule H2O, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a pris plus de 100 ans à être élaborée. Et le tableau de Mendeleev, il n'a pas été découvert d'un coup, mais il a subi différentes modifications au cours du temps pour être amélioré. Et bien que les formules chimiques donnent lieu aussi à des applications concrètes, aujourd'hui on ne fait pas de la chimie en assemblant des atomes pour produire de la matière. En fait, on fait simplement des réactions chimiques pour pouvoir isoler les composés des composants. Alors ensuite, on va passer au cas suivant, donc l'ADN. Alors l'ADN, donc il a été identifié et isolé, donc ça c'est d'après la définition de Wikipédia toujours, en 1869. Et donc là on nous parle de sa structure en double hélice, elle a été mise en évidence. Alors mise en évidence, je sais toujours pas ce que c'est, hein, en 1953, donc par le Britannique Francis Crick et l'Américain James Watson, à partir de données expérimentales. Bon, on n'en sait pas plus.
La structure en double hélice antiparallèle, aujourd'hui reconnue comme modèle correct de l'ADN. Donc notez, reconnue comme modèle correct de l'ADN. On ne parle pas d'observation encore. Ensuite, je vais parler du gène. Donc là, c'est pareil, je suis allé dans la définition de Wikipédia. Donc on nous dit un gène en génétique, c'est une unité de base d'hérédité qui en principe prédétermine un trait précis de la forme de l'organisme vivant, tel que défini en 1909 par Wilhelm Johnson. Au point de vue physique, un gène est un fragment de locus déterminé d'une séquence d'ADN. Donc en fait, ce que je voulais montrer ici, c'est que en 1909, donc de manière antérieure, on savait ce qu'était un gène avant de savoir ce qu'était l'ADN en 1953. Donc ça, c'est assez curieux. Et alors là, quelque chose qui est vraiment très très important, donc les premières images de l'ADN scientifiques, donc prises par des scientifiques italiens, ça date de 2012. Donc on a fait de la génétique jusqu'à maintenant sans avoir pris en photo l'ADN. Donc je ne sais pas comment on a fait, il faudra m'expliquer. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, en fait pour la première fois les scientifiques ils ont pu prendre une image. Donc ça c'est un article du Huffington Post, première image ADN prise par des scientifiques italiens. Maintenant je vais parler du principe du séquençage. Alors, le principe du séquençage, on va être en plein dedans là avec la technique du PCR, donc ça va vous parler. C'est la lecture des bases code génétique pour repérer donc une erreur mutation. Donc l'appareil qui permet la lecture, ça s'appelle un séquenceur. Et donc contrairement aux chromosomes, l'ADN n'est pas visible au microscope. Alors ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un article qui est du site génétiquemedical.fr. Donc une étape préalable est donc nécessaire pour que le séquenceur puisse lire ces gènes. Donc elle consiste à reproduire le fragment d'ADN en plusieurs millions de copies identiques. Donc ça c'est la technique dite du PCR. Et une fois amplifié, l'ADN peut être lu. Alors là, moi c'est pareil, hein, je me pose naïvement la question, comment en reproduisant des millions de fois quelque chose qui n'est pas visible au microscope, comment on arrive finalement à l'amplifier pour qu'il soit décodable. Et surtout que la technique de séquençage, ça exige toute une procédure, il y a toute une tambouille qui est faite derrière, à la fin c'est pas vraiment ce qui en ressort, donc c'est pas vraiment ce qui est séquencé non plus. Donc on va poursuivre sur l'ADN avec la conception des OGM. Alors en fait quand on pense à la conception des OGM, on croit qu'en fait c'est une technique qui relève de la biotechnologie de pointe. On va manipuler des gènes, on va manipuler l'ADN. Et en fait, quand on regarde les techniques qui sont utilisées, c'est vraiment très grossier et très barbare. Donc on a la méthode la plus utilisée, elle s'appelle la biolistique. Et en fait, donc elle consiste à finalement, en fait, c'est un gène inséré dans une cellule. Enfin, eux, c'est ce qu'ils nous disent. Et donc la biolistique, donc c'est la méthode la plus courante. Elle consiste à propulser le transgène dans les cellules végétales. Alors on utilise des microbilles de métal enrobées d'ADN. Là l'ADN, je ne vois pas trop de quoi il s'agit exactement, vu qu'on ne peut pas le voir en microscope, mais bref. Elles sont projetées à grande vitesse sur les cellules à transformer afin de traverser leurs parois. Donc en fait, on prend c'est peut-être le noyau d'une cellule qu'on fixe sur des billes, et en fait on les projette à grande vitesse à l'intérieur d'autres cellules, en espérant qu'elles les traversent. Donc quelques-unes des cellules atteintes vont alors insérer spontanément le transgène dans leur génome, mais le noyau de la cellule intègre l'ADN de façon aléatoire. Donc il faudra attendre 15 jours pour s'assurer que les nouveaux gènes introduits se sont bien intégrés au génome. Donc en fait l'OGM c'est quelque part un accident en fait. On essaye d'insérer une cellule dans une autre de manière assez violente. On a une autre méthode, mais qui est du même acabit en fait, qui s'appelle le transfert dans les protoplasmes, où en fait on utilise simplement l'électroportation. En fait, on fait des chocs électriques pour pouvoir s'attaquer aux parois des cellules et aussi faire entrer le matériel génétique d'une cellule dans l'autre. Maintenant, on va passer au cas des virus. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé en faisant des recherches. J'ai voulu en savoir plus sur l'hépatite C. Et déjà, rien qu'on va sur Wikipédia, on regarde l'image qui illustre donc le virus de l'hépatite C.
Et alors, apparemment, on n'a rien de trouvé de mieux que des particules semblables à celles du virus. On n'a pas trouvé de photos, on a trouvé des particules semblables. Là, on a un article de l'INSERM qui nous dit que le virus de l'hépatite C, donc je précise, il a été découvert en 89, hein, ce virus, il a été observé pour la première fois au microscope en 2016. Donc là, c'est pareil, on a fait une science et un traitement sur ce virus sans l'avoir observé. Donc là, c'est pareil, je me posais la question de savoir comment on a fait. Et pour le virus de l'hépatite C, donc il faut savoir qu'il n'existe aucun vaccin. Donc là, on a un site qui nous dit voilà, il n'existe aucun vaccin contre l'hépatite C. On va continuer donc sur les virus. Là, en fait, on a un virologiste, biologiste qui s'appelle le docteur Stéphane Lanka, et donc qui lui dit carrément jamais un virus pertinent médicalement n'a été isolé. Il n'y a aucune preuve de leur existence. Il dit qu'il a longtemps étudié donc la virologie dans tous les sens, et il dit je suis absolument sûr qu'il n'existe aucune chose ressemblant au VIH. Et il est facile pour moi d'être sûr à ce sujet que je me suis rendu compte que le groupe entier de virus auquel il doit appartenir, les rétrovirus, comme d'autres virus qu'on prétend très dangereux, en fait n'existent pas du tout. Ayant épluché toute la littérature existante sur ces autres virus, il est énoncé qu'il n'existait aucun papier fournissant de preuves de leur existence. Maintenant, on va passer à la théorie de l'évolution. Donc là, on a un livre qui nous s'appelle Darwin, le mensonge de l'évolution. Et donc l'auteur, il nous dit, il prouve que le monde académique, piégé par les découvertes scientifiques, il veut maintenir à tout prix la théorie de l'évolution, car autrement, tous les manuels scolaires seraient non seulement à réécrire, mais les forceraient aussi à reconnaître que d'autres civilisations ont vécu avant nous et qu'elles ont été toutes décimées par des catastrophes régulières. Et donc il nous dit que en fait, les scientifiques ils ont ouvertement triché ces 50 dernières années pour maintenir un public dans l'ignorance, qu'ils n'ont pas hésité à fabriquer de fausses preuves, on va en montrer une juste après, darwinienne. Et il nous dit enfin qu'ils se servent de procédés peu scientifiques dès qu'il s'agit de garantir par tous les moyens la véracité de la thèse darwinienne. Donc en fait, on a un exemple de mensonge qui a duré plus de 40 ans, qui était présenté comme la découverte qui expliquait le chaînon manquant. C'est le crâne de Picton. Et donc là, c'est un article de Fox News qui nous parle de la plus grande fraude scientifique. Et donc c'est un canular archéologique qui a trompé les scientifiques pendant des décennies. Et un siècle plus tard, donc les chercheurs sont déterminés à découvrir qui en est responsable. Toujours sur la théorie de l'évolution, là je vais vous parler du français Georges Cuvier. Alors c'était vraiment juste avant Darwin, dans les années 1850. Et donc lui, en fait, il a à l'origine rien de moins que l'anatomie comparée. Donc en fait, on compare les corps entre eux. Entre différentes espèces animales, et il est aussi à l'origine de la paléontologie. Et alors lui, il n'était pas du tout évolutionniste, en fait il était en accord avec les idées dites fixistes, qui se réfèrent notamment à la création divine, et catastrophistes. Donc il évoqua pas des extinctions de masse, mais des extinctions majeures. Et donc il défend l'idée de disparition et d'apparition d'espèces en même temps. Il pense que c'est le résultat de crises locales. Donc là, j'ai mis quelques photos en fait des fossiles que lui il a découverts. Donc il y a une bergeronnette sur la droite, il y a un sarrig, donc c'est un mammifère. Et on a autre chose en fait qui ressemble en fait. Alors ils savent pas trop ce que c'est, mais ça ressemble un peu à un tapir. Et donc en fait c'est pour dire qu'à cette époque-là, les fossiles, ils n'ont pas vraiment trouvé de fossiles de dinosaures. C'est qu'après qu'ils sont mis à découvrir, entre guillemets, des fossiles de dinosaures. Donc je vais terminer sur le fixisme. Donc le fixisme, donc c'est une hypothèse qui est aujourd'hui abandonnée par la communauté scientifique. Donc selon laquelle les transformations d'espèces végétales ou animales, selon laquelle il y a plus de transformation des espèces que de modification de l'univers depuis sa création. Donc elle suppose que le monde dans lequel vit l'homme est stable. Donc il s'agit d'un cadre de pensée inspiré à la fois par les récits religieux, mais aussi très important, comme je le disais tout à l'heure,
par les philosophies développées dans l'Antiquité. Parce qu'en fait, on nous fait croire qu'à la Renaissance, on a redécouvert l'Antiquité, puis qu'on est redevenu rationnel, mais durant tout le Moyen-Âge, il y a la philosophie grecque d'Aristote qui a persisté. Donc ça remonte à l'Antiquité. C'était pas une période obscurantiste, les moines copistes faisaient que de recopier en fait finalement ce qui avait été énoncé par Aristote. Sans quoi ça ne nous serait pas parvenu jusqu'à nous aujourd'hui d'ailleurs. Donc le fixisme, il a dominé la pensée scientifique et religieuse jusqu'à la formulation des théories de l'évolution. Donc c'est une hypothèse qui a simplement été abandonnée par la communauté scientifique sans nous dire si c'est vrai ou pas.